Dernier round au Cameroun pour OSS 117 par Josette Bruce, Presse de la Cité, 1977. Chapitre 1. Le temps était à l'orage. Ce n'était pas seulement la tornade qui se promenait sur l'estuaire du Wouri ou du côté du bois des Singes. Depuis 2 jours, les dockers du port de Douala étaient en grève plus ou moins déclarée. Une grève qui s'affirmait totalement dénuée d'arrière-pensée politique, bien entendu. Ce qui n'empêchait pas certains responsables syndicaux de déployer une activité aussi souterraine que frénétique pour susciter un mouvement spontané de solidarité de toutes les masses laborieuses envers leurs camarades en lutte pour de justes revendications. Air connu. Au Cameroun, comme ailleurs, les courroies de transmission connaissaient leur rôle sur le bout des doigts. Avec une ardeur louable, elles s'efforçaient de jeter un maximum d'huile sur le feu. L'objectif véritable était de paralyser le principal port du pays, poumon essentiel de toute l'économie camerounaise. Nombre d'étudiants, préalablement organisés et mobilisés par des mots d'ordre, avaient déjà chaussé les bottes de la contestation militante et proclamé leur soutien total à l'action engagée. Quelques-uns, bien légèrement, réclamaient en même temps la liquidation d'un régime antidémocratique porteur de toutes les tares imaginables. Enthousiasme juvénile qui risquait de leur attirer pas mal d'ennuis. Car les masses proprement dites, avec une sage prudence, attendaient de voir le sens du vent pour se décider à bouger. Elles étaient d'accord sur le principe, bien évidemment, mais elles préféraient juger d'abord du rapport des forces en présence. Inutile de se manifester au grand jour si c'était pour recevoir aussitôt sur le dos le gros des forces de l'ordre. En fait, chacun se savait plus ou moins noyauté jusqu'à la moelle. Dès qu'une association ou un rassemblement comportait plus de 2 personnes, il y avait au moins un indicateur ou un espion payé par une organisation alliée ou rivale, parfois les deux à la fois. Jusqu'à présent, les autorités s'étaient montrées remarquablement discrètes et inopérantes, ce qui ne leur ressemblait guère. Elles devaient attendre que les syndicats et assimilés aient achevé de démasquer leur batterie, pour taper sec sur tout ce beau monde. Car elles ne pouvaient pas ne pas réagir, sous peine de voir tous les hésitants prendre le train en marche et provoquer une solide pagaille insurrectionnelle. Le gouvernement n'avait aucun intérêt à ce qu'on vienne lui présenter les revendications à la pointe du coupe-coupe. D'où la tension très nettement perceptible dans les rues de Douala, encore entretenue par la présence, en retrait à l'ombre de plusieurs carrefours stratégiques, de quelques véhicules de couleur vert militaire. L'abcès mûrissait en même temps que la tornade. Enrique Sagara, 1000 clignotants pour se ranger le long du trottoir, freina pour s'arrêter devant le petit immeuble crépi de Claire. À Douala, le clignotant était considéré comme l'organe essentiel de tout véhicule. La carrosserie pouvait être complètement pourrie, les vitres absentes et les pneus aussi lisses que la joue d'un nouveau-né. En revanche, tout changement de direction qui n'était pas signalé par les clignotants se voyait automatiquement sanctionné avec la plus extrême intransigeance. En cas de récidive, cela pouvait aller jusqu'à la confiscation séance tenante du permis de conduire. Il n'était pas rare que d'invraisemblables ruines ambulantes, prêtes à cracher leur dernier boulon et à rendre l'âme sur place, arborant de splendides clignotants de grand luxe, flambant neufs. Enrique Sagara descendit de voiture et referma la portière sans la verrouiller. Il n'y avait rien à voler à l'intérieur, et ce n'était pas la peine qu'on fracture les serrures. Même sur l'avenue Charles de Gaulle, les voleurs à la tire n'étaient pas étranglés par les scrupules. Enrique était un homme de taille moyenne, mince, avec la démarche souple et les hanches étroites d'un danseur espagnol. Afin de ne pas perdre un seul centimètre, il se tenait toujours très droit, ce qui lui donnait un peu l'apparence d'un coq dressé sur ses ergots. Noir de poils, sa moustache en accent circonflexe était impeccablement taillée. Une mèche perpétuellement rebelle dessinant un accroche-cœur sur son front achevait d'en faire un séducteur redoutable. À le voir, il était difficile d'imaginer que les fichiers du personnel de la Central Intelligence Agency le cataloguaient comme agent action et tueur particulièrement efficace. Sa spécialité était la corde à piano, dont il se servait comme d'une guillotine de poche. Après un regard circulaire sur l'avenue sombre et déserte, Enrique se dirigea vers la porte d'entrée du Christopher, surmontée d'une enseigne lumineuse confirmant la bizarrerie de l'orthographe et du nom. Au Cameroun, ancienne colonie allemande que s'étaient partagée la France et l'Angleterre après la Première Guerre mondiale, on n'était pas sourcilleux pour ce genre de détails. Avec plus de 100 dialectes différents, 4 langues vernaculaires et un bilinguisme franco-anglais officiel, les Camerounais éprouvaient souvent le plus grand mal à se comprendre entre eux. Pour y remédier, une espèce de pidgin avait vu le jour, constitué d'emprunts divers aussi approximatifs que folkloriques. En dépit de la chaleur lourde et moite sévissant sur Douala, Enrique portait une veste ultra légère sur une chemise à col ouvert. Non qu'il y soit obligé, la plus grande liberté vestimentaire régnant en tout lieu, mais le col et les revers servaient à dissimuler sa corde. Son instrument de travail en quelque sorte. Cette nuit, Enrique n'avait personne à tuer. Cela ne l'empêchait pas de s'entourer de quelques précautions. Question d'habitude.
Le Christopher était un établissement très convenable, où un Européen pouvait traiter amis et relations sans déchoir. L'entrée donnait sur le bar, juste en face et sur la droite. Le restaurant en était séparé à la fois par les étagères à claire-voie supportant les bouteilles et, sur la gauche, par une cloison occupée en grande partie par un immense aquarium, où une multitude de poissons tropicaux cohabitaient sur fond d'algues. L'éclairage était suffisamment discret pour procurer une sensation d'intimité. Dans la partie restaurant, une bonne vingtaine de dîneurs étaient installés devant des tables recouvertes de nappes décorées, d'énormes fleurs dans les tons beige-orange. Enrique alla prendre place au bar, sur un des hauts tabourets gainés de sky rouge, près d'une grosse lampe éclairant un appareil téléphonique du plus beau vermillon. L'Afrique a ceci de bon que les designers peuvent donner libre cours à leurs talents décoratifs les plus étonnants. Au barman noir, strict et digne comme s'il officiait dans un club britannique, Enrique commanda un G&B avec très peu de soda. Un coup d'œil sur son bracelet montre lui confirma qu'il était en avance de plus de 5 minutes. Sa mission était de pure routine. Il devait rencontrer un syndicaliste qui lui préciserait les dernières intentions des grévistes et lui indiquerait les mots d'ordre distribués par les responsables du mouvement. L'entrevue avait été arrangée par l'attaché du consulat des États-Unis qui servait d'antenne locale à la CIA. Bien que la capitale du Cameroun soit Yaoundé et non Douala, cette dernière comptait près de 3 fois plus d'habitants. Question de climat et de subtil dosage politique entre les multiples ethnies et tribus influentes. Question bassement réaliste aussi, Yaoundé demeurait à l'abri des vagues provoquées par le prolétariat turbulent et syndiqué qui s'entassait sur la côte. En Afrique, il ne suffit pas de se prémunir contre le paludisme ou la fièvre jaune. Tout en sirotant son scotch sans se presser, Enrique jetait de petits coups d'œil à sa montre. Il avait réglé sa consommation aussitôt servie pour être tranquille. L'heure du rendez-vous était passée depuis près de 5 minutes, lorsque 3 couples bicolores pénétrèrent dans l'établissement. Laissant son verre à demi plein, Enrique descendit de son tabouret pour traverser la salle de restaurant jusqu'à la porte de service, au fond, simplement protégée par un gros verrou intérieur. Celle-ci donnait dans le couloir de l'immeuble. Au-delà de l'escalier desservant les étages, un coude conduisait jusqu'à l'arrière du bâtiment. Les toilettes du restaurant se trouvaient à mi-distance sur la droite, accessibles aussi bien aux clients qu'à tous ceux connaissant la disposition particulière des lieux. Afin de justifier sa sortie du bar, Enrique pénétra dans le local carré, généreusement éclairé, où un lavabo et une grande glace permettaient de se laver les mains et de se donner un coup de peigne. C'était très propre. De part et d'autre, 2 portes s'ouvraient sur les endroits où la coutume veut qu'on entre seul. Celle de gauche comportait un petit panneau « Prière de ne pas utiliser, merci ». Respectant la vie, Enrique poussa le battant de droite. C'était tout aussi propre et net, en faïence bleue. Le siège était un petit peu cassé, détail très mineur dans un pays où l'essentiel de l'approvisionnement s'effectuait par bateau. À moins de les commander spécialement par avion, le matériel ou les pièces détachées mettaient facilement plusieurs mois pour venir d'Europe. Fidèle à son rôle, Enrique tira la chasse et ressortit pour se laver les mains au lavabo. Normalement, son contact devait l'attendre dans la cour intérieure où débouchait l'autre extrémité du couloir. Si quelqu'un le voyait s'y diriger, il penserait qu'il se trompait de chemin après avoir sacrifié aux exigences de la nature. Quant au barman ou au dîneur, il ne guettait sûrement pas son retour avec un chronomètre. Dans la glace, le regard d'Enrique se posa de nouveau sur le petit écriteau fixé à la seconde porte. La curiosité n'étant pas son moindre défaut, il décida de voir ce qui provoquait l'indisponibilité des lieux. La porte n'était pas verrouillée et pivota sans opposer de résistance. Pas besoin d'allumer pour se convaincre que les jambes entrevues n'occupaient pas une position très naturelle. On comprenait tout de suite. Enrique entr'ouvrit un peu plus. Le noir qu'on avait assis tant bien que mal sur le trône, tassé sur lui-même, le considérait fixement d'un regard éteint, révulsé. Il était on ne peut plus mort. Inutile de lui prendre le pouls. La blessure qu'il avait reçue en pleine poitrine avait apparemment peu saigné, mais la tache sombre qui maculait sa chemise était encore humide et luisante. À vue de nez, la liquidation remontait à une dizaine de minutes au grand maximum. Enrique ne connaissait pas l'homme qu'il devait rencontrer, mais il aurait parié la vertu de toutes les filles de la rue Pau qu'il était en sa présence. De notoriété publique, la chasteté y était au moins aussi rare qu'un troupeau d'éléphants roses, mais il était certain de gagner. Se plaçant de manière à pouvoir surveiller ses arrières, Enrique palpa la chemise-veste et les poches du mort en quête d'un portefeuille ou de papier susceptible de le renseigner. Comme c'était à prévoir, on avait pris soin de les lui vider. Quelqu'un risquant de venir à tout instant, il referma la porte et réfléchit rapidement. À moins de posséder 1 ou 2 chromosomes en trop, il est peu courant qu'on assassine son prochain sans motif. Le noir devait en savoir trop et s'apprêtait à lui faire des révélations jugées dangereuses par certains. À tout hasard, Enrique dégagea sa corde de dessous son col, ajusta à chaque extrémité les courtes poignées de bois amovibles. En cas de combat à distance, c'était loin de valoir un bon Colt 45, mais l'utilisation en était tout aussi efficace et beaucoup plus discrète dans le corps à corps. Enrique glissa la corde dans sa poche et, observant le carrelage, emprunta le couloir vers la cour.
Plusieurs petites gouttes de sang lui confirmèrent que le cadavre avait bien été amené là pour être abandonné dans les toilettes. Parvenu devant le rectangle sombre, il s'immobilisa sans chercher à se dissimuler, comme s'il attendait un signal quelconque. La cour, bordée sur 3 côtés par l'immeuble et par de petits bâtiments abritant des boxes pour voitures, était de dimension assez vaste. Sur la gauche, à une trentaine de mètres, elle débouchait sur une artère perpendiculaire à l'avenue, la rue Flatters, sauf erreur. Il n'y faisait pas aussi noir que dans un tunnel, mais 1 ou 2 réverbères n'auraient pas été de trop. Dans certains box fermés par des grilles, des chromes luisaient faiblement. La main négligemment fourrée dans la poche, doigt refermé sur les poignées de bois, Enrique avança lentement d'un pas. Bien qu'il fût sur ses gardes, l'attaque faillit le prendre au dépourvu par sa brutalité. Bondissant soudain d'un box vide à 3 mètres sur la droite, une silhouette lui fonça dessus sans avertissement, le bras levé, brandissant une longue machette. Une fraction de seconde suffit à Enrique pour enregistrer le bref reflet de la forte lame sur le point de s'abattre. D'une détente nerveuse, il se projeta vivement en avant, au lieu de tenter de se dérober face à l'attaque. Il en fallait plus toutefois pour décontenancer l'agresseur. Avec un grondement féroce, il frappa comme un sonneur. De quoi fendre un individu normalement constitué en 2, du sommet du crâne jusqu'au nombril ou même entièrement. Au dernier moment, alors que le coupe-coupe allait l'atteindre, Enrique esquiva prestement d'une volte que n'aurait pas désavoué un torero dans l'arène. Il sentit la lame lui frôler l'épaule à quelques centimètres près. Victoire de l'intelligence et des réflexes sur la force brutale. Déjà la corde avait jailli de sa poche. Tandis que les poignets trouvaient leur place au creux des paumes, la boucle se forma presque d'elle-même, instantanément. Emporté par son élan, ne rencontrant que le vide, le tueur était allé plus loin que prévu, en déséquilibre. Enrique n'eut qu'à finir de pivoter pour se retrouver juste derrière lui, en bonne position. L'homme n'eut pas le loisir de se retourner pour revenir à la charge. Avec un léger sifflement, la terrible corde d'acier s'abattit sur ses épaules, emprisonnant le cou. Enrique ne pouvait se permettre de discuter. C'était le plus sûr moyen de se faire étriper. D'un geste précis, il écarta les 2 bras en V, un peu vers le haut. Proprement séparé du tronc par le fil aussi tranchant qu'un rasoir, la tête du tueur roula sur le sol comme une boule de bowling. Heureux d'avoir trouvé du premier coup le joint entre 2 vertèbres, Enrique repoussa promptement le corps pour éviter les éclaboussures. Un décapité de frais, c'est fou ce que ça peut saigner et tacher. La scène avait duré à peine quelques secondes sans qu'un seul cri ait été poussé. Pourtant, du fond de la cour, le faisceau d'une lampe torche troua l'obscurité. Tandis qu'Enrique sautait à l'abri derrière le mur d'un box, la lumière accrocha le corps, sans tête effondré par terre, s'immobilisa. Le type ne devait pas en croire ses yeux. Puis un juron fusa et la lampe fut éteinte. Aussitôt, un bruit de galopade frénétique suivit, rapidement absorbé par l'épaisseur du bâtiment. Il devait exister une deuxième façon de rejoindre l'avenue ou la rue suivante. Enrique n'avait rien à gagner à se lancer à la poursuite du fuyard. Celui-ci avait trop d'avance et connaissait les lieux beaucoup mieux que lui. Quittant sa cachette, il saisit la tête par sa chevelure crépue et l'envoya rouler au fond du box. Après quoi, empoignant le corps par les pieds, il le traîna à l'intérieur. Le propriétaire allait avoir une sacrée surprise quand il rentrerait sa voiture. Après avoir soigneusement essuyé sa corde au pantalon du mort, Enrique entreprit de lui faire les poches. Une clé, un peu d'argent, autrement dit rien. Avec un soupir, il réintégra le couloir pour rejoindre les toilettes. La grande glace au-dessus du lavabo lui permit de vérifier que ses vêtements ne portaient aucune trace de sang susceptible d'attirer l'œil. Il retourna au bar, termina son verre en consultant ostensiblement l'heure. Puis, de l'air de quelqu'un qui n'aime pas qu'on lui pose un lapin, il quitta le Christopher. Sur le point de faire demi-tour au volant de sa voiture, il vit apparaître 3 véhicules de la gendarmerie qui arrivaient en sens inverse, bourrés d'hommes casqués. Un petit pincement dans la région du cœur, mais ce n'était pas pour lui. Les gendarmes semblèrent monter de l'aéroport, et Enrique songea que ce n'était pas le moment de se frotter à eux. Avec 2 cadavres, la nuit avait suffisamment mal commencé comme ça. Il attendit 2 minutes avant de démarrer, pour regagner le centre et s'assurer qu'il ne traînait pas d'ange gardien. Près de l'agence UTA, dans l'ancienne rue Ivy, devenue rue de Trieste, 4 nouveaux command cars des forces de l'ordre avaient discrètement pris position. Manifestement, il se préparait quelque chose. Chapitre 2. L'hôtel des Cocotiers, face au large estuaire du Wouri, possédait le privilège d'héberger l'unique casino de Douala. Officiel, s'entend, car il ne manquait pas de tripots plus ou moins clandestins ou de villas privées où les flambeurs impénitents pouvaient taquiner la chance. Les docteurs de la loi coranique ont toujours vigoureusement prohibé l'alcool et les cartes, au même titre que la consommation du porc, animal encore plus impur que la femme. Mais chacun sait qu'il existe des accommodements avec le ciel, à condition de ne pas le faire trop ostensiblement. D'autre part, en dehors du nord du pays assez fortement islamisé, les missionnaires débarqués dans le sud et sur la côte avaient trouvé une population animiste réceptive à leur enseignement. Le problème avait consisté beaucoup moins à convertir qu'à empêcher les nouveaux fidèles de déserter les églises catholiques pour les temples protestants, et réciproquement. Lutte d'influence pas très jolie,
à coups de peau de banane et de croque-en-jambes sournois, passablement éloigné de la notion de charité chrétienne et ignorant souverainement toute forme d'œcuménisme. L'évangélisation musclée comme la faim ne regarde pas aux moyens. Le résultat, quoi qu'il en soit, méritait d'être souligné. Douala avait bien une petite mosquée, minuscule et très modestement fréquentée, mais il n'y avait pas de comparaison possible avec les 2 cathédrales, l'évêché et la bonne vingtaine d'églises ou de temples divers. Chaque paroisse proscrivait le jeu, émanation du démon, avec une égale vigueur. Cependant, les Africains représentant plus de la moitié de l'assistance du casino, les pères missionnaires avaient encore du pain sur la planche. L'accès à la grande salle se faisait par le bar situé à main droite quand on regardait les jardins et la piscine depuis le hall des cocotiers. À l'entrée, le vestiaire servait de pendant à la curieuse machine à composter et distribuer les jetons pour le jour même. Tout le mur de gauche était garni d'une succession de machines à sous dans le plus pur style des jackpots de Las Vegas. Elles fonctionnaient sans désemparer, entretenant un bruit de fond caractéristique et l'espoir de recevoir un véritable pactole pour ceux qui les actionnaient. Statistiquement, c'était à peu près aussi probable qu'un vol de crocodile ailé. 2 longues tables de blackjack, ainsi qu'une table de roulette, accueillaient les amateurs plus éclairés. La mise minimum était fixée à 100 francs CFA, soit 2 francs français. Impossible d'être plus démocratique. Le jeu à la portée de tous. En dépit de la politique d'africanisation qui régnait dans tout le pays et exigeait l'affectation de plus en plus systématique de Camerounais au poste de direction de la plupart des sociétés, le personnel du casino se composait de 17 Européens à l'œil vigilant et à la technique éprouvée. Indispensable. Jamais un Bamoun, un Fulbé ou un Bantou n'aurait admis qu'un croupier bamiléké ne s'arrangeait pas pour les voler. Un verre de GNB à la main, Hubert Bonisseur de la Batte jouait surtout les touristes. S'il lui arrivait de risquer quelques plaques, c'était tout à fait au hasard, sans suivre les jeux, uniquement pour justifier sa présence. Hubert ne dédaignait pas le plaisir d'une soirée passée à jouer, mais il fallait que ce soit dans une partie importante ou un casino digne de ce nom. Ici, c'était plutôt de la plaisanterie. De toute façon, il était au cocotier pour une raison sérieuse, pas pour s'amuser. Un contact, organisé par l'antenne de la CIA, devait avoir lieu au casino. Depuis plusieurs jours, Douala connaissait un accès de fièvre sociale. Manipulés par l'union des populations camerounaises, les dockers du port avaient entamé une grève qui menaçait d'asphyxier rapidement l'économie du pays. À l'évidence, il s'agissait d'une action politique plus que revendicatrice. De même, ce n'était sûrement pas par pure coïncidence que certains étudiants remuants, engagés à gauche, se solidarisaient avec les grévistes. Le diplomate qui faisait office de résident possédait des introductions un peu partout. En Afrique, ce n'était la plupart du temps qu'une question de budget, et le sien lui permettait un très large éventail de relations. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, un ministre est souvent très bon marché parce qu'il dispose de 10 ou 20 autres sources de revenus identiques. En proportion, un étudiant bien introduit revient beaucoup plus cher, car il n'a pas encore appris à manger convenablement à plusieurs râteliers. La CIA, heureusement, avait les moyens de s'offrir les uns et les autres en participation ou en exclusivité. Tandis qu'Enrique Sagara devait sonder un syndicaliste au Christopher, Hubert devait rencontrer un jeune étudiant distingué au casino des Cocotiers. Le choix du lieu n'avait pas été dicté par le hasard. Les jeunes contestataires, nourris aux mamelles de Marx ou de Mao, fréquentaient rarement ce genre d'établissement. Sinon, pour y déposer des bombes. Hubert but une gorgée de GNB en surveillant de l'œil un digne Africain en col dur qui misait et perdait avec une régularité de métronome. Sa mine compassée, son costume 3 pièces à rayures, ses bottillons et sa cravate emperlée trahissaient le British people. Étonnante variété ethnique originaire du Cameroun ex-britannique, portant chapeau melon et parapluie au creux du coude, ils affectaient de ne parler que l'anglais et de ne fréquenter que la fine fleur de Cambridge ou d'Oxford, à la grande rigueur d'Eton. Dans les rues de Douala, ils étaient à peine moins repérables qu'un martien tombé d'une soucoupe. Non sans amusement, Hubert songea à l'œillet rouge fixé au revers de sa veste et qui constituait le signe de reconnaissance permettant de l'aborder à coup sûr. Un œillet rouge à Douala. Il ne risquait pas d'y avoir de confusion. Conscient d'un regard braqué vers sa nuque, Hubert se retourna lentement. Une Africaine d'une vingtaine d'années, cigarette à la main, s'apprêtait à l'aborder. « Auriez-vous du feu, s'il vous plaît ? Je suis en panne de gaz. » Hubert marqua une très courte hésitation. Dans son esprit, lorsqu'il avait été question de la personne qu'il devait rencontrer, il avait traduit l'étudiant. Pourtant, elle avait bien donné la première phrase d'identification. Il plongea la main dans la poche de sa veste, s'inclina. « J'espère qu'il en reste un peu dans mon briquet, dit-il. » La jeune femme lui décocha un sourire éblouissant. « Bientôt, quand nous aurons découvert du pétrole au large de nos côtes, nous n'aurons plus de problème pour les remplir. » Au Cameroun comme ailleurs, on forait à tour de bras. Du Nigeria jusqu'au Gabon, il y avait bon espoir pour que toute la baie du Biafra recouvre d'immenses nappes d'or noir. Cela promettait de belles discussions pour déterminer la limite des eaux territoriales de chacun. En attendant, la jeune femme avait correctement indiqué les phrases prévues pour la circonstance.
Elle avança sa cigarette jusqu'à la flamme présentée par Hubert, aspira 2 petites bouffées et souffla la fumée vers le plafond. « Merci. » Elle n'était pas très grande, mais bien proportionnée, avec une taille mince et des jambes assez longues. Ses traits, son nez bien dessiné et la couleur relativement claire de sa peau donnaient à supposer qu'un rameau au moins de son arbre généalogique n'avait pas vu le jour sous le soleil d'Afrique. Le décrépage avait fait de tels progrès qu'il était difficile d'affirmer que ses cheveux n'étaient pas naturellement lisses. Sa robe, à la fois discrète et toute simple, semblait prouver que la famille avait les moyens de lui payer des études. « Mon nom est Alice Bessama, déclara-t-elle. Conduisez-vous avec moi comme si nous étions de vieux amis et que vous m'attendiez. » Hubert acquiesça en souriant. « D'accord, Alice, vous pouvez m'appeler Hub. » Ironique, il ajouta « Vous vous êtes fait désirer, mon cœur, mais je ne regrette rien. » 20 minutes de retard pour une jolie femme, c'était presque normal. À ceci près qu'il ne s'agissait pas d'un rendez-vous galant, mais de quelque chose de plus sérieux. Elle ne releva pas, se contentant de battre des cils, puis elle indiqua l'étable. « Êtes-vous joueur » demanda-t-elle. « Moi, c'est la première fois que je mets les pieds dans un casino. » Hubert lui tendit une poignée de jetons représentant quelques milliers de francs CFA. « Le premier pas ne vous coûtera rien. Je vais vous expliquer. » L'endroit se prêtait mal pour aborder les problèmes estudiantins, et Alice Bessama ne paraissait pas disposée à quitter les lieux sur le champ. Elle avait dû recevoir des instructions pour dissimuler le véritable objet de la rencontre derrière un nuage de fumée. En tout cas, malgré les conseils éclairés d'Hubert, il lui fallut à peine 10 minutes pour se retrouver ratissée jusqu'au dernier jeton. Suivant l'adage, elle devait être très heureuse en amour. « Je crois que je ne suis pas très douée, constata-t-elle avec une pointe de dépit. C'est souvent comme ça au début, la consola Hubert. Il faut beaucoup de temps pour apprivoiser la chance. N'importe qui peut connaître une mauvaise passe. » Pour sa part, mine de rien, il avait largement regagné les jetons qu'il lui avait donnés. « On continue » proposa-t-il. Elle secoua la tête après un rapide coup d'œil à sa montre. « Je n'ai pas envie que vous perdiez tout à cause de moi, dit-elle. Nous pouvons nous en aller, personne ne s'en étonnera. » Hubert n'était pas mécontent de pouvoir passer à plus important. « Quel est le programme » demanda-t-il. « Suivez-moi. » Une fois dans le hall des cocotiers, elle se dirigea vers l'ascenseur au lieu de gagner la sortie. Elle appuya sur le bouton du 4e alors que le restaurant panoramique était situé au dernier étage. Hubert allait le lui faire remarquer lorsqu'elle prit une clé dans son sac. Ce n'était donc pas une erreur. Il décida d'attendre la suite des événements. La chambre possédait une moquette vert foncé et des murs lambrissés d'acajou rouge clair. Les rideaux, à moitié tirés, laissaient voir l'estuaire du Wouri et les grappes de lumière du port à travers la vaste baie vitrée. Personne pour leur souhaiter la bienvenue. Hubert s'en assura d'un regard investigateur dans la salle de bain qui s'ouvrait tout de suite à droite dans la petite entrée. Aucune valise ne reposait sur le porte-bagages, aucun objet personnel n'était visible sur la table d'angle ou sur le chevet. Il n'en avait pas remarqué non plus dans la salle de bain. « Vous habitez ici ou c'est seulement pour discuter tranquillement ?» Les mauvaises langues prétendaient que toutes les chambres d'hôtel étaient truffées de micros, mais c'était sûrement pure médisance. Si quelqu'un doit nous rejoindre, j'ai l'impression que nous sommes en avance. Alice Bessama avait refermé la porte derrière eux. Elle eut un petit rire. « C'est ça, répondit-elle, d'un drôle de ton, avec un drôle de regard aussi, un peu trop brillant d'un seul coup. » Elle avança jusqu'au milieu de la chambre, se débarrassa de son sac. « Nous avons encore près de 3/4 d'heure à attendre, confessa-t-elle. » Elle abattit soudain son jeu. « Voulez-vous faire l'amour avec moi ?» Hubert en resta passablement interloqué. Il avait l'habitude de prendre l'initiative de ce genre de proposition, et encore, en y mettant toutes les formes, au terme de préliminaires adaptés aux circonstances et à la personne. Certes, on était en Afrique, et la liberté des femmes y était à peu près totale. Lorsqu'on épousait une fille, on se souciait fort peu de sa virginité ou du fait qu'elle ait déjà gagné petit 1 ou 2 fois. La notion de fidélité était très élastique. Si une femme mariée éprouvait l'envie de passer un moment agréable avec un autre, grand bien lui fasse. De son côté, le mari ne s'en privait pas. La jalousie était un sentiment pratiquement ignoré, considéré au même titre qu'une maladie rare. Seuls les animaux portaient des cornes. Quoi qu'il en soit, Alice Bessama se conduisait beaucoup plus comme une professionnelle tarifée que comme une étudiante élevée chez les sœurs depuis sa plus tendre enfance. « Comme vous y allez, dit Hubert prudemment. » Elle ne se formalisa pas de son manque d'enthousiasme. « Je ne vous plais pas ? La question n'est pas là. » Elle haussa les sourcils. « Où est le problème alors ? Puisque nous avons un moment devant nous, je trouve que c'est plus amusant que de jouer aux cartes ou de discuter philosophie. » Vu sous cet angle, Hubert était entièrement d'accord avec elle. Enrique devait être à son rendez-vous, il n'y avait donc aucune urgence en la matière. Pourquoi pas ? Alice Bessama n'avait sûrement pas loué la chambre sans une arrière-pensée bien précise. Aucune heure limite n'ayant été fixée pour leur rendez-vous, il lui aurait suffi d'attendre pour se manifester au casino. Non, elle avait obligatoirement une idée derrière la tête, et le meilleur moyen de la lui faire dire était d'entrer dans son jeu. Tout bien réfléchi, renchérit Hubert, je ne connais rien de mieux pour tuer le temps. Pas besoin de lui répéter 2 fois. Déjà, elle avait enlevé sa robe.
Dessous, et seulement pour respecter les conventions, elle portait un slip et un soutien-gorge transparent, à peine plus épais qu'une feuille de papier à cigarette. Le genre d'obstacle prévu pour tomber sans grande résistance.